Mansfield Park, partie 9, troisième partie. Chapitre 1. Fanny n'avait pu oublier M. Crawford d'aucune façon quand elle s'éveilla le matin suivant, mais elle se rappelait le contenu de sa note et n'était pas moins optimiste quant à son effet qu'elle l'avait été la nuit précédente. Si M. Crawford voulait seulement s'en aller, c'était ce qu'elle désirait le plus intensément, qu'il parte et qu'il emmène sa sœur avec lui, comme il avait l'intention de faire, et dans l'intention de quoi il était revenu à Mansfield. Et pourquoi ce n'était pas encore fait, elle ne pouvait le dire, car mademoiselle Crawford ne désirait certainement aucun délai. Fanny avait espéré, au cours de sa visite de la veille, entendre citer le jour du départ, mais il avait seulement parlé de leur voyage comme s'il ne devait pas avoir lieu avant longtemps. Ayant conclu d'une façon aussi satisfaisante la conviction que sa note transporterait, elle ne put qu'être étonnée de voir M. Crawford, comme elle le fit accidentellement, venant de nouveau à la maison et à une heure aussi matinale que la veille. Sa venue n'avait peut-être rien à faire avec elle, mais elle devait éviter de le voir autant que possible. Et étant alors sur le point de remonter dans sa chambre, elle résolut d'y rester pendant toute la durée de sa visite, à moins qu'on ne l'envoie chercher. Et comme madame Norris était encore à la maison, il y avait peu de danger pour qu'on la demande. Elle resta assise un bon moment dans un grand état d'agitation, écoutant, tremblant et craignant à chaque moment d'être appelée. Mais comme aucun pas ne s'approchait de la chambre de l'Est, elle se calma peu à peu, put s'asseoir plus confortablement et fut capable de s'employer à quelque chose, et capable d'espérer que M. Crawford était venu et s'en irait sans qu'elle fût obligée de rien savoir au sujet de sa visite. Une demi-heure à peu près passa, et elle se sentait devenir très à l'aise, quand soudain s'entendit le bruit d'un pas approchant régulièrement, un pas lourd, un pas inhabituel dans cette partie de la maison. C'était celui de son oncle. Elle le connaissait aussi bien que sa voix. Elle avait tremblé si souvent à ce bruit, et commença à trembler de nouveau, à l'idée qu'il venait lui parler, quel que fût le sujet de sa conversation. Ce fut en effet sir Thomas qui ouvrit la porte et demanda si elle était là, et s'il pouvait entrer. La terreur occasionnée par ses visites précédentes dans cette chambre sembla renaître, et elle se sentit comme s'il allait de nouveau lui faire passer un examen d'anglais ou de français. Elle était pleine d'attention, cependant, lui avançant une chaise et essayant de paraître honorée et, dans son agitation, avait presque oublié les désagréments de son appartement, quand lui, s'arrêtant dès qu'il entra, dit avec une grande surprise : « Pourquoi n'avez-vous pas du feu aujourd'hui ?» Il y avait de la neige sur le sol, et elle était assise enveloppée dans un châle. Elle hésita. « Je n'ai pas froid, monsieur. Je ne m'assieds jamais longtemps ici, à ce moment de l'année. »« Mais vous avez du feu, généralement. »« Non, monsieur. »« Comment cela se fait-il ? Il doit y avoir quelque erreur ici. Je pensais que vous pouviez utiliser cette chambre dans l'intention de vous rendre parfaitement à l'aise. Dans votre chambre à coucher, je sais que vous ne pouvez avoir du feu. Il y a ici quelque grande erreur qui doit être rectifiée. C'est des plus inconfortables pour vous d'être assise, que ce soit une demi-heure ou un jour, sans un feu. Vous n'êtes pas forte, vous êtes gelée. Votre tante ne peut être au courant de cela. » Fanny aurait préféré garder le silence, mais, étant obligée de parler, elle ne put s'empêcher, par justice pour la tante qu'elle aimait le mieux, de dire quelque chose dans quoi les mots « ma tante Norris » étaient perceptibles. « Je comprends » s'écria son oncle, se ressaisissant et ne désirant pas en entendre davantage. « Je comprends. Votre tante Norris a toujours été une avocate, et très judicieuse, pour que les jeunes enfants soient élevés sans douceur superflue. Mais il faut de la modération en toutes choses. Elle est aussi très robuste elle-même, ce qui, évidemment, influence son opinion en ce qui concerne les désirs d'autrui. À un autre point de vue aussi, que je comprends parfaitement, je sais ce que ses sentiments ont toujours été. Le principe était bon en lui-même, mais il peut avoir été, et je crois qu'il a été poussé trop loin dans votre cas. Je sais qu'il y a eu quelquefois, sur quelques points, une distinction mal faite, mais je pense trop de bien de vous, Fanny,
pour croire que vous éprouverez jamais du ressentiment à ce sujet. Vous avez une compréhension qui vous empêchera de recevoir les choses d'après un seul point de vue, et de juger d'une façon trop partiale. Vous prendrez l'entièreté du passé, vous considérerez les temps, personnes et probabilités, et vous sentirez qu'ils n'en étaient pas moins vos amis, ceux qui vous ont éduqué et préparé pour cette médiocre condition qui semblait devoir être votre destinée. Bien que leurs précautions puissent avoir été continuellement inopportunes, l'intention était gentille, et vous pouvez être sûr de ceci, que chaque plaisir sera doublé par les petites privations ou restrictions qui ont pu être imposées. J'espère que vous ne me décevrez pas en cessant, à n'importe quel moment, de traiter votre tante Noris avec le respect et l'attention qui lui sont dus. Mais en voilà assez sur ce sujet. Asseyez-vous, ma chère, je dois vous parler pour quelques minutes, mais je ne vous retiendrai pas longtemps. Fanny obéit, en baissant les yeux et en rougissant. Après un moment de repos, Sir Thomas, essayant de réprimer un sourire, continua. « Vous ne savez pas, peut-être, que j'ai eu un visiteur ce matin. Je n'étais pas depuis longtemps dans ma propre chambre, après le déjeuner, quand M. Crawford y fut introduit. Vous vous doutez probablement pourquoi ?» Le visage de Fanny se colorait de plus en plus, et son oncle, s'apercevant qu'elle était embarrassée à un tel degré qu'il lui était complètement impossible de le regarder ou de parler, détourna les yeux et, sans autre pause, commença son rapport de la visite de M. Crawford. Le but de M. Crawford avait été de se déclarer le soupirant de Fanny, de faire des propositions décisives à son sujet et de demander l'avis de son oncle, qui semblait remplacer ses parents. Et il avait fait tout cela si bien, si ouvertement, si franchement, si proprement, que, sentant plus ou moins que ses propres réponses et ses propres remarques avaient été très en faveur du projet, était extrêmement heureux de donner les particularités de leur conversation et ne se doutant que peu de ce qui se passait dans l'esprit de sa nièce. Il croyait, par de tels détails, lui plaire beaucoup plus qu'à lui-même. Il parla donc un certain temps avant que Fanny osât l'interrompre. Elle se serait même difficilement résolue à le souhaiter. Son esprit était trop troublé. Elle avait changé de position et avec ses yeux fixés intensément sur l'une des fenêtres, elle écoutait son oncle, troublée et effrayée au plus haut point. Il se tut pour un moment, mais elle s'en était à peine rendue compte que, se levant de sa chaise, il dit « Et maintenant, Fanny, ayant accompli une part de mon devoir et vous ayant montré que chaque chose a une base sûre et satisfaisante, j'exécute le reste de ma mission en vous demandant de m'accompagner au rez-de-chaussée où, bien que je ne puisse présumer avoir été une trop désagréable compagnie moi-même, je dois vous prévenir que vous trouverez quelqu'un qui vaudra mieux la peine d'être écouté. Monsieur Crawford, comme vous l'avez sans doute deviné, est encore dans la maison. Il est dans ma chambre et espère vous y voir. » En entendant cela, Fanny eut un regard et une exclamation qui étonnèrent Sir Thomas. Mais ce qui augmenta son étonnement fut de l'entendre s'exclamer « Oh non, monsieur, je ne peux pas, je ne peux vraiment pas descendre vers lui. Monsieur Crawford devrait savoir. Il doit savoir cela. Je lui en ai dit assez hier pour le convaincre. Il me parla de ce sujet hier, et je lui dis sans ambages que c'était très désagréable pour moi et tout à fait hors de mon pouvoir de répondre à ses bons sentiments. »« Je ne saisis pas votre pensée, » dit Sir Thomas, s'asseyant de nouveau. « Hors de votre pouvoir de répondre à ses bons sentiments ? Qu'est-ce que tout ceci ? Je sais qui vous a parlé hier, et, pour autant que je comprenne, qu'il a reçu pour continuer autant d'encouragement qu'une jeune femme bienveillante puisse se permettre d'en donner. J'ai été très content d'entendre ce qu'a été votre conduite à cette occasion. Elle montrait une discrétion hautement à recommander, mais maintenant qu'il a fait sa demande si franchement, si honorablement, quels sont vos scrupules, maintenant ? » « Vous faites erreur, monsieur, » s'écria Fanny, forcée par son anxiété à ce moment de dire, même à son oncle, qu'il avait tort. « Vous faites complètement erreur. Comment monsieur Crawford a-t-il pu dire une telle chose ?
Je ne lui ai donné aucun encouragement hier. Au contraire, je lui ai dit, je ne peux répéter mes paroles exactes, mais je suis certaine de lui avoir dit que je ne voudrais pas l'écouter, que c'était très déplaisant pour moi à tous les égards, et que je le priais de ne plus jamais me parler de cette manière. Je suis sûre d'avoir dit autant que cela et plus. Et j'en aurais dit encore plus si j'avais été parfaitement convaincue que son intention était sérieuse. Mais je n'aime pas. Je ne pourrais supporter de comprendre plus que ce qu'on veut dire. Je croyais que tout cela pouvait compter pour rien avec lui. Elle n'aurait pu en dire plus. Elle était presque à bout de souffle. « Dois-je comprendre, dit Sir Thomas après quelques instants de silence, que vous avez l'intention de refuser Monsieur Crawford ? » ?»« Oui, monsieur. »« Le refuser ? » ?»« Oui, monsieur. »« Refuser Monsieur Crawford ? » ?»« Quelle est votre défense ? Pour quelle raison ? » « Je ne peux l'aimer assez, monsieur. Pas assez pour l'épouser. »« Ceci est très étrange, » dit Sir Thomas, sur un ton de calme mécontentement. « Il y a quelque chose en ceci que ma compréhension ne saisit pas. Voici un jeune homme qui souhaite vous être agréable. Chaque chose est en sa faveur, non pas simplement sa situation dans la vie, sa fortune et son caractère, mais il possède plus que la gentillesse ordinaire. Ses manières et sa conversation plaisent à tout le monde. Et il n'est pas une connaissance d'aujourd'hui, vous le connaissez maintenant depuis quelque temps. Sa sœur, plus ou moins, est votre amie intime. Et il a fait cela pour votre frère, ce que je supposerais être une recommandation plus que suffisante pour vous, n'y eût-il rien d'autre. Il n'est pas certain que l'intérêt que je porte à William puisse l'avoir aidé. Il l'a déjà fait. »« Oui, dit Fanny, d'une voix défaillante, et baissant les yeux avec une honte nouvelle. Et elle se sentait honteuse de ce que, après le portrait qu'avait fait son oncle, elle n'aima pas M. Crawford. « Vous avez dû vous rendre compte, continuait Sir Thomas à ce moment, vous avez dû vous rendre compte, à un certain moment, qu'il y avait quelque chose de particulier dans l'attitude de M. Crawford envers vous. Vous devez avoir remarqué ses attentions, et bien que vous les ayez toujours accueillies comme il se doit, je n'ai pas de reproche à vous faire à ce sujet. Je n'ai jamais observé qu'elle vous déplaisait. Je suis presque portée à croire, Fanny, que vous ne connaissez pas tout à fait vos propres sentiments. »« Oh si, monsieur, je les connais parfaitement. Ces attentions ont toujours été ce que je n'aimais pas. » Sir Thomas la regarda avec une surprise accrue. « Ceci me dépasse, dit-il. Ceci demande une explication. Jeune comme vous l'êtes, et ayant rarement rencontré quelqu'un, il est difficilement possible que vos affections... » Il s'arrêta et la regarda fixement. Il vit ses lèvres former le mot « non », bien que le nom ne fût pas articulé, mais sa figure était écarlate. Cela, cependant, chez une jeune fille si modeste, pouvait être très compatible avec de l'innocence. Et, choisissant au moins de paraître satisfait, il ajouta vivement « Non, non, je sais que cela est tout à fait hors de question, complètement impossible. Bon, il n'y a rien de plus à dire. » Et pendant quelques minutes, il ne dit plus rien. Il était absorbé par ses pensées. Sa nièce pensait profondément aussi, essayant de s'aguerrir et de se préparer contre un nouveau questionnaire. Elle aurait préféré mourir que de révéler la vérité, et elle espérait se fortifier assez en réfléchissant un peu pour ne pas se trahir. Indépendamment de l'intérêt que le choix de M. Crawford semblait justifier, dit Sir Thomas, recommençant avec un grand calme. Son désir de se marier si tôt est une recommandation à mes yeux. Je suis l'avocat des mariages précoces, quand les moyens le permettent, et je voudrais que chaque jeune homme, ayant un revenu suffisant, soit marié aussitôt qu'il le peut après 24 ans. C'est tellement mon opinion que j'ai du regret à penser combien peu mon fils aîné, votre cousin Bertram, semble vouloir se marier tôt. Mais jusqu'à présent, aussi loin que je peux juger, le mariage ne fait pas partie du plan de ses pensées. Je souhaite qu'il semble plus désireux de s'établir. Ici,
Il regarda Fanny. « Je considère, d'après sa disposition et ses habitudes, qu'Edmond serait susceptible de se marier plutôt que son frère. J'ai pensé ces derniers temps qu'il avait vu la femme qu'il pourrait aimer, ce qui, j'en suis convaincu, n'est pas le cas de mon fils aîné. N'ai-je pas raison? N'êtes-vous pas de mon avis, ma chère? » « Oui, monsieur. » C'était dit d'une façon gentille mais calme, et sir Thomas était tranquille au sujet des cousins. Mais la suppression de son alarme ne rendit aucun service à Fanny. Comme le mystère s'épaissit, son déplaisir augmenta, et se levant et se promenant à travers la pièce avec un froncement de sourcils que Fanny pouvait se représenter, bien qu'elle n'osât pas lever la tête, il dit peu après et d'une voix pleine d'autorité: « Avez-vous quelque raison de penser du mal du caractère de M. Crawford, enfant? »« Non, monsieur. » Elle désirait ajouter « mais bien de ses principes », mais son cœur se serrait devant l'épouvantable perspective de discussion, d'explication et probablement de contradiction. La mauvaise opinion qu'elle avait de lui était basée principalement sur des observations qu'elle, pour l'honneur de ses cousines, pouvait à grand-peine divulguer à leur père. Julia et Maria, surtout Maria, avaient été tellement impliquées dans la méconduite de M. Crawford qu'elle ne pouvait trahir son caractère, comme elle présumait qu'il était, sans les livrer. Elle avait espéré que pour un homme tel que son oncle, si clairvoyant, si honorable, si bon, la simple constatation d'une aversion déterminée de sa part aurait été suffisante. À son chagrin infini, elle découvrit qu'il n'en était pas ainsi. Sir Thomas vint vers la table où elle était assise dans une détresse frissonnante et dit, avec une grande et froide sévérité: « Je vois qu'il est inutile de parler avec vous. Nous ferions mieux de terminer cette conférence mortifiante. Il ne faut pas faire attendre M. Crawford davantage. Pour cette raison, j'ajouterai seulement que, comme j'estime qu'il est de mon devoir de vous dire mon opinion sur votre conduite, vous avez déçu tous mes espoirs, et que vous avez prouvé que vous aviez un caractère tout à fait opposé à ce que j'avais cru. Car, Fanny, ainsi que ma conduite a dû le prouver, j'avais formé une opinion très favorable à votre égard, depuis mon retour d'Angleterre. Je vous avais jugé dépourvu de tout entêtement, de toute suffisance et de toute tendance à cette indépendance d'esprit qui prévaut aujourd'hui même chez de jeunes femmes, et qui offense et écœure au-delà de la commune mesure. Mais vous vous êtes montré entêté et corrompu, vous avez montré que vous pouvez et voulez décider par vous-même, sans aucune considération ou déférence envers ceux qui ont certainement quelque droit à vous guider, sans même leur demander leur avis. Vous vous êtes montré très, très différente de ce que j'imaginais. L'avantage ou le désavantage de votre famille, ou de vos parents, de vos frères et sœurs, ne semble pas avoir compté un moment dans votre pensée à cette occasion. Vous ne comptez pour rien le bénéfice qu'ils auraient pu avoir, la joie qu'ils auraient pu éprouver d'un tel établissement pour vous. Vous ne pensez qu'à vous-même, et parce que vous ne ressentez pas pour M. Crawford ce qu'une jeune fantaisie ardente imagine être nécessaire au bonheur, vous décidez instantanément de le refuser, sans même souhaiter prendre un peu de temps pour réfléchir, un peu plus de temps pour une froide considération, et pour examiner votre véritable penchant, et vous refusez, dans un moment de folie, une telle occasion d'être établi pour la vie, d'une façon libre, noble et honorable, comme jamais plus il ne s'en présentera pour vous. Voici un jeune homme sensé, avec du caractère, modéré, de bonnes manières et fortuné, excessivement attaché à vous, et recherchant votre main de la meilleure façon et tout à fait désintéressé. Permettez-moi de vous dire, Fanny, que vous pouvez vivre encore 18 ans dans le monde sans qu'un autre homme, ayant la moitié des biens de M. Crawford et la 10e partie de ses mérites, s'adresse à vous. C'est avec joie que je lui aurais accordé une de mes filles. Maria est noblement mariée, mais si M. Crawford m'avait demandé la main de Julia, je la lui aurais donnée avec une satisfaction supérieure et plus chaleureuse que lorsque j'accordais celle de Maria à M. Rushworth. Après un moment de pause, il ajouta: « Et j'aurais été très surpris si, à n'importe quel moment, une de mes filles avait refusé une proposition de mariage qui pût présenter seulement la moitié des avantages de celui-ci,
et donner immédiatement et péremptoirement, sans se donner la peine de consulter mon opinion ou songer au respect qu'elle me devait, une réponse négative. J'aurais été très surpris et très froissé par un tel procédé. Je l'aurais jugé comme une violation grossière du devoir et du respect. Vous ne pouvez être jugé d'après la même loi. Vous ne me devez pas la soumission d'un enfant. Mais, Fanny, votre cœur peut-il vous acquitter d'une ingratitude ? Il cessa. Fanny pleurait si amèrement à ce moment que, tout furieux qu'il était, il ne put pousser les choses plus loin. Son cœur était près de se briser à l'image qu'il pourrait avoir d'elle, par des accusations si lourdes, si nombreuses, montant dans une telle gradation. Elle était volontaire, obstinée, égoïste et ingrate. Voilà ce qu'il pensait d'elle. Elle avait déçu son attente, elle avait perdu son estime. Qu'est-ce qu'elle allait devenir ? « Je regrette beaucoup, » put-elle à peine articuler. « Je regrette réellement beaucoup. » « Regretter. Oui, j'espère que vous regrettez. Et vous aurez probablement des raisons de regretter longtemps les événements de ce jour. »« S'il m'était possible d'agir différemment, » dit-elle, dans un violent effort. « Mais je suis si parfaitement persuadée que je ne pourrai jamais le rendre heureux et que je serai misérable moi-même. » Un nouveau flot de larmes. Mais en dépit de ces larmes, et en dépit de ce grand mot « misérable » qui devança les larmes. Sir Thomas se mit à croire que ce chagrin trahissait un petit fléchissement et un léger changement de sentiment et d'augurer favorablement pour la supplique du jeune homme. Il la savait très timide et excessivement nerveuse, et il pensait que son esprit pouvait être dans un tel état qu'en peu de temps, une légère pression, un peu de patience et un peu d'impatience, un mélange judicieux de tout de la part de l'amoureux, pourrait avoir l'effet habituel. Si seulement le gentleman pouvait persévérer, s'il avait seulement assez d'amour pour persévérer. Sir Thomas eut de nouveaux espoirs, et ses réflexions ayant traversé et réconforté son esprit, « Bien, dit-il d'un ton avantageusement grave, mais furieux. Bien, enfant, séchez vos larmes. Elles n'ont aucune utilité. Elles ne peuvent faire aucun bien. Vous devez descendre avec moi. Déjà, vous n'avez laissé attendre Monsieur Crawford que trop longtemps. Vous devez lui donner vous-même votre réponse. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu'il se contente de moins. Et vous seul pouvez lui expliquer la raison de l'égarement de vos sentiments par lesquels, malheureusement pour lui, il a été obsédé. J'y suis tout à fait étranger. » Mais Fanny manifestait une telle répugnance, une telle détresse à la pensée de descendre le rejoindre, que Sir Thomas, après un peu de réflexion, jugea préférable de l'épargner. Ses espoirs pour le gentleman et la lady durent subir une légère dépression, mais lorsqu'il regarda sa nièce et lorsqu'il vit dans quel état les larmes avaient mis les traits de son visage et de son teint, il pensa qu'on pouvait plus perdre que gagner à une entrevue immédiate. Après quelques mots sans signification particulière, il s'en alla tout seul, en abandonnant sa pauvre nièce qui pleurait sur ce qui s'était passé, avec des sentiments désolés. Son esprit n'était que désordre. Le passé, le présent, l'avenir, tout était terrifiant. Mais la colère de son oncle lui faisait la plus grande peine. Elle lui avait semblé être égoïste et ingrate. Il se pouvait qu'elle eût à entendre encore et encore ce reproche. Il était possible qu'elle l'entendît ou qu'elle sût qu'il existait pour toujours en rapport avec elle. Elle ne put s'empêcher d'éprouver un certain ressentiment contre M. Crawford. Cependant, si réellement il l'aimait, et s'il était malheureux lui aussi, tout ceci était un désastre. Un quart d'heure plus tard, son oncle revint. Elle était près de s'évanouir à sa vue. Cependant, il parla calmement, sans austérité, sans reproche, et elle se mit à revivre un peu. Il y avait aussi du réconfort dans ses paroles, car il commença ainsi. « Monsieur Crawford est parti. Il vient de me quitter. Je n'ai pas à rapporter ce qui s'est passé.
Je ne veux rien ajouter qui puisse aggraver ce que vous éprouvez maintenant, par un récit de ce qu'il a senti. Il doit vous suffire de savoir qu'il s'est conduit d'une façon des plus chevaleresques et des plus généreuses. Il a affermi en moi l'opinion la plus favorable quant à sa compréhension, son cœur et son caractère. Après que je lui eus représenté ce que vous souffriez, il a immédiatement, et avec la plus grande délicatesse, cessé de me presser pour vous voir présentement. Ici, Fanny, qui avait levé les yeux, les baissa de nouveau. Naturellement, continua son oncle, c'est qu'il demandera de vous parler seul, ne fût-ce que pendant 5 minutes. Une requête trop naturelle pour être rejetée. Mais le moment n'en a pas été fixé. Ce sera peut-être demain, ou lorsque vous aurez entièrement retrouvé vos esprits. Pour le présent, vous n'avez qu'à vous calmer. Arrêtez ces pleurs. Ils ne font que vous épuiser. Si, comme je suis tout prêt à le croire, vous désirez me montrer quelque obéissance, vous ne vous laisserez pas entraîner par les émotions, mais vous tenterez, en raisonnant, de vous créer une disposition d'esprit plus forte. Je vous conseille de sortir. L'air vous fera du bien. Sortez 1 heure dans le parc. Vous serez seul dans le bosquet et vous vous sentirez mieux après. Et comme il se retournait de nouveau pour un instant, « Fanny, je ne dirai pas un mot de ce qui s'est passé, en bas. Je ne le raconterai même pas à Lady Bertram. Il n'y a aucune raison de répandre le mécontentement. N'en dites rien vous-même. » Ceci était un ordre qui fut suivi avec plaisir. Ceci était une preuve de gentillesse que Fanny ressentait jusqu'au fond du cœur. Être à l'abri des reproches interminables de tante Nourrice. Il la laissa rayonnante de gratitude. Tout plutôt que de supporter de tels reproches. Même voir M. Crawford serait moins accablant. Elle s'en alla se promener, ainsi que son oncle le lui avait recommandé, suivant son avis autant qu'il lui était possible. Essaya sérieusement de calmer sa raison et de fortifier son esprit. Elle souhaitait lui prouver que réellement elle désirait son bien-être et cherchait à regagner sa faveur. Et il lui avait donné un nouveau motif de faire effort dans ce sens, en cachant toute l'affaire à ses tantes. L'objet digne d'effort était maintenant de ne pas éveiller de soupçons par son aspect et ses manières. Et elle sentait de même envers presque tout ce qui put la sauver de sa tante Nourrice. Elle était stupéfaite, très stupéfaite, quand, en revenant de sa promenade, elle entra de nouveau dans la pièce est, elle vit qu'un feu brûlait. Un feu, c'était trop beau. Qu'une telle douceur lui fût donnée à ce même moment excitait une gratitude presque douloureuse. Elle s'étonnait que sir Thomas ait encore eu le loisir de penser à une petite chose pareille. Mais elle apprit bientôt spontanément de la servante qui venait s'en occuper qu'il devrait brûler tous les jours. Sir Thomas avait donné des ordres dans ce sens. « Je dois être une brute, en effet, si je puis être réellement ingrate, » se dit-elle. « Que le ciel me préserve d'être ingrate !» Elle ne vit plus son oncle, ni sa tante Nourrice, jusqu'au moment du dîner. L'attitude de son oncle à son égard approchait autant que possible ce qu'elle était avant. Elle était certaine qu'il était dans ses intentions de n'y rien changer, et que ce n'était que sa propre conscience qui voyait quelque différence. Mais bientôt, sa tante la gronda, et quand elle découvrit combien sa tante insistait d'une façon déplaisante sur le fait qu'elle était sortie sans la prévenir, elle comprit toutes les raisons qu'elle avait de bénir la gentillesse qui l'avait sauvée de ce même esprit de reproche pour un sujet plus important. « Si j'avais su que vous sortiez, je ne vous aurais demandé que d'aller jusqu'à ma maison avec quelques ordres pour Nanny, dit-elle, que j'ai dû depuis, à mon grand dérangement, porter moi-même. Je pouvais très difficilement perdre ce temps, et vous auriez pu m'épargner ce dérangement si vous aviez eu seulement la bonté de me faire savoir que vous sortiez. Je pense que cela ne vous aurait pas dérangé d'aller chez moi plutôt que de vous promener dans le bosquet. » J'ai conseillé le bosquet à Fanny comme étant l'endroit le plus sec, dit sir Thomas. « Oh, dit madame Nourrice après un moment d'arrêt, c'était très gentil à vous, sir Thomas. Mais vous ne savez pas combien le chemin vers ma maison est sec. Fanny aurait une aussi bonne promenade par là, je vous assure.
avec cet avantage qu'elle se serait rendue utile et aurait obligé sa tante. Tout est de sa faute. Si seulement elle nous avait laissé entendre qu'elle allait sortir. Mais il y a quelque chose dans Fanny. Je l'ai déjà souvent remarqué précédemment. Elle aime travailler de sa propre façon. Elle n'aime pas qu'on la guide. Elle prend son allure indépendante aussi souvent qu'elle le peut. Elle est certainement pourvue d'un peu de mystère, d'indépendance et de sottise. Je lui conseillerais de les vaincre. En tant que portrait général de Fanny, Sir Thomas pensait que rien n'était plus injuste, quoique dernièrement lui-même exprimât les mêmes sentiments, et il essayait de détourner la conversation. Il essaya plusieurs fois avant de réussir, car Madame Norris n'avait pas assez de discernement, maintenant pas plus qu'à d'autres moments, pour comprendre à quel degré il pensait du bien de sa nièce, ou combien il était loin de souhaiter faire briller les mérites de ses enfants par la dépréciation de Fanny. Elle parlait à Fanny et réprouva cette promenade privée pendant la moitié du dîner. À la fin, les reproches cessèrent et la soirée débuta plus calmement pour Fanny et avec plus de bonne humeur qu'elle eût pu l'espérer après une matinée si orageuse. Mais premièrement, elle avait conscience d'avoir bien agi et de ne pas s'être laissée égarer par son jugement, car elle pouvait répondre de la pureté de ses intentions, et elle était portée à espérer que le déplaisir de son oncle était en train de se calmer et qu'il diminuerait encore plus lorsqu'il aurait considéré l'affaire avec plus d'impartialité et senti, comme un homme doit le faire, combien il était déplorable et impardonnable et combien il était pervers de se marier sans affection. Quand la rencontre dont elle était menacée serait passée, elle ne pourrait que se flatter de la conclusion finale de l'affaire, et quand M. Crawford aurait quitté Mansfield, tout redeviendrait bientôt comme si jamais un tel sujet n'eût été soulevé. Elle n'aurait pas voulu, elle n'aurait pas pu croire que les sentiments de M. Crawford le désoleraient longtemps. Son esprit n'était pas de cette sorte-là, et Londres le guérirait bientôt. À Londres, il apprendrait vite à se lasser de son engagement, et serait reconnaissant de son bon sens, qui l'aurait sauvé, lui, de toute suite mauvaise. Tandis que l'esprit de Fanny était engagé dans des considérations de cette idée, son oncle fut appelé peu après la fin du thé. C'était un fait trop courant pour la frapper, et elle n'en pensa rien jusqu'au moment où le valet réapparut 10 minutes plus tard et, avançant décidément vers elle, lui dit « Sir Thomas veut vous parler, madame, dans sa propre chambre. » Alors elle se rendit compte de ce qui pourrait bien se passer. Un soupçon enleva toute couleur à ses joues, mais comme elle se levait, pour lui obéir, Madame Norris s'écria « Reste, reste, Fanny. Qu'as-tu l'intention de faire? Ne te dépêche pas tant. Tu peux t'y fier, ce n'est pas toi qui es demandé. Tu peux avoir confiance, c'est moi que Sir Thomas demande, dit-elle en regardant le valet. Mais tu es si avide de te pousser en avant. Pourquoi Sir Thomas aurait-il besoin de toi? C'est moi, Badley. Que vous voulez dire que Sir Thomas demande, et non mademoiselle Price? Mais Badley était ferme. Non, madame, c'est mademoiselle Price. J'en suis tout à fait certain. Et dans un demi-sourire, il dit « Je ne pense pas que vous pourriez convenir du tout. » Madame Norris, très mécontente, fut obligée de se remettre à son ouvrage. Et Fanny s'en alla, la conscience en grande agitation, et se trouva 1 minute après, comme elle l'avait deviné, seule avec M. Crawford. Chapitre 2 de la partie 3. La conversation n'était ni si courte ni si concluante que la demoiselle en avait formé le dessein. Le gentleman n'était pas si vite satisfait. Il présentait toute la disposition à la persévérance que Sir Thomas eût pu lui souhaiter. Il avait une vanité qui l'inclinait fortement à croire qu'elle l'aimait. Toutefois, elle ne pouvait le savoir elle-même, et puis en second lieu, en le contraignant enfin à admettre qu'elle exprimait ses propres sentiments actuels, elle lui donnait la conviction d'être, avec le temps, capable de rendre ses sentiments favorables. Il était amoureux, vraiment très amoureux. Cet amour agissant sur un esprit actif, ardent,
plus chaleureux que délicat, rendait son affection à elle plus importante en raison de sa retenue, ce qui la poussait à avoir la gloire aussi bien que le bonheur de la forcer à l'aimer. Il ne voulait ni désespérer ni abandonner. Son attachement avait une base trop solide. Il reconnaissait en Fanny toute la valeur justifiant les plus chaudes espérances de bonheur durable à ses côtés. Sa conduite du moment, en révélant le désintéressement et la délicatesse de son caractère, qualités, à son avis, les plus rares, était de nature à exalter tous ses espoirs et à fortifier toutes ses résolutions. Il ignorait qu'il s'attaquait à un cœur déjà engagé. Il ne le soupçonnait même pas. Il la considérait plutôt comme n'ayant jamais assez pensé à l'amour pour être en danger, comme préservée par la jeunesse, jeunesse d'esprit et jeunesse physique, reportant à sa modestie son incompréhension de ses attentions. Il la croyait encore déroutée par la soudaineté d'hommages si inattendus et la nouveauté d'une situation que son imagination n'avait jamais entrevue. Ne devait-il pas s'ensuivre, par conséquent, qu'étant compris, il devait réussir? Il le croyait fermement. Un amour comme le sien, en un homme tel que lui, devait, avec de la persévérance, être payé en retour et dans un avenir prochain, et il ressentait tant de joie à l'idée de l'obliger à l'aimer bientôt qu'il regrettait à peine qu'elle ne l'aimait dès cet instant. Une petite difficulté à surmonter ne paraissait pas un malheur à Henry Crawford. Il y trouvait plutôt un changement. Sa situation était neuve et excitante. Pour Fanny, toutefois, qui avait, au cours de sa vie, connu trop de contrariétés pour trouver en ceci un charme quelconque, tout ceci était inintelligible. Elle trouvait qu'il se proposait de persévérer, mais il était incompréhensible qu'il le voulût, après ce qu'elle s'était crue elle-même obligée de lui dire. Elle lui dit qu'elle ne l'aimait pas, ne pouvait pas l'aimer, était certaine de ne l'aimer jamais, qu'un tel revirement en elle était impossible. Elle lui dit que ce sujet lui était des plus pénibles, et le priait de ne plus jamais y faire allusion. Elle lui demanda la permission de le quitter à l'instant et de considérer l'incident comme terminé à jamais. Et comme il insistait, elle avait ajouté qu'à son avis, leurs dispositions étaient si totalement dissemblables qu'elles rendaient une mutuelle affection irréalisable, et qu'ils ne se convenaient l'un à l'autre ni par la nature, ni par l'éducation, ni par les habitudes. Elle dit tout ceci avec une ardente sincérité. Ce ne fut, toutefois, pas suffisant, car il daigna immédiatement qu'il y eut quelque incompatibilité dans leur caractère ou quelque chose d'inamical dans leur situation. Il affirma qu'il l'aimerait toujours et espérerait toujours. Fanny connaissait ses propres pensées, mais n'était pas juge de ses façons d'être. Ses manières étaient inlassablement aimables, et elle ne voyait pas combien cela dissimulait la fermeté de son dessein. Sa défiance, sa gratitude, sa douceur faisaient presque ressembler chacune de ses expressions d'indifférence à un effort de renoncement, et lui infligeaient presque plus de peine à elle-même qu'à lui. M. Crawford ne fut pas plus longtemps le M. Crawford qui, admirateur clandestin insidieux et perfide de Maria Bertram, lui faisait horreur au point qu'elle haïssait sa vue et sa conversation. Elle lui déniait toute qualité, et elle lui reconnaissait uniquement un agréable aspect. Il était, maintenant, le M. Crawford qui s'adressait à elle, plein d'un amour ardent et désintéressé, dont les sentiments étaient apparemment devenus tout ce qu'il y avait de plus honorable et d'intègre, dont les projets de bonheur tendaient tous vers un mariage d'amour, qui lui prodiguait des compliments sur ses mérites, réitérant ses protestations d'affection, et lui prouvant, avec toutes les ressources de son vocabulaire, sur le ton et avec l'esprit d'un homme de talent, qu'il la recherchait pour sa gentillesse et sa bonté. Pour parfaire le tout, il était maintenant le M. Crawford qui avait obtenu de l'avancement pour William. Voici un argument et des droits qui ne pouvaient pas être inefficaces. Elle pouvait l'avoir dédaigné dans toute la dignité d'une vertu irritée lors des promenades de Sofferton
ou sur le théâtre de Mansfield Park, mais il l'abordait maintenant avec des droits qui exigeaient un autre traitement. Elle devait se montrer courtoise et miséricordieuse, se sentir honorée et, pensant soit à elle-même, soit à son frère, éprouver un vif sentiment de gratitude. L'effet de tout cela était si pitoyable et si fébrile, les mots mêlés à son refus exprimaient si bien l'obligation et les égards, qu'à un caractère vaniteux et optimiste comme celui de M. Crawford, la réalité et, enfin, l'intensité de son indifférence pouvaient bien paraître contestables. Et il n'était pas aussi déraisonnable que Fanny le considérait dans ses protestations d'attachement assidu et tenace par lesquelles il termina leur entretien. Ce ne fut pas sans répugnance qu'il la laissa, mais il n'y eut, au départ, aucune marque de désespoir pour démentir ses paroles et donner à Fanny l'espoir d'être moins déraisonnable qu'il le montrait lui-même. Maintenant, elle était irritée. Un certain ressentiment naissait d'une persévérance si égoïste et si peu généreuse. Elle ressentait à nouveau un manque de tendresse et de considération pour ceux qui l'avaient, jadis, tant heurtée et dégoûtée. Elle retrouvait quelque chose de ce même M. Crawford qu'elle avait tant désapprouvé auparavant. Avec combien d'évidence il manquait grossièrement de sentiment et d'humanité là où son propre agrément était en cause. Et, hélas, combien il manquait toujours de principes pour suppléer à la déficience du cœur. Si ses propres sentiments avaient été aussi libres que, peut-être, ils auraient dû être, jamais il ne les aurait gagnés. Ainsi pensait Fanny, avec assez de vérité et de mélancolie, alors qu'elle se tenait à l'étage, méditant devant la somptuosité et la douceur du foyer, s'étonnant du passé et du présent, s'étonnant de ce qui devait encore se produire. Son agitation l'empêchait d'y voir clair, mais elle était persuadée de n'être en aucune circonstance capable d'aimer M. Crawford. Elle était heureuse d'avoir un foyer pour s'y asseoir et penser à cela. Sir Thomas fut obligé, ou se contraignit lui-même, à attendre jusqu'au matin pour apprendre ce qui s'était passé entre les jeunes gens. Il vit alors M. Crawford et entendit son rapport. Sa première impression fut du désappointement. Il avait espéré mieux. Il avait pensé qu'une heure de sollicitation d'un jeune homme comme Crawford aurait pu produire un plus grand changement chez une jeune fille aussi gentille et modérée que Fanny. Mais il trouva une prompte consolation dans les vues arrêtées et l'ardente persévérance de l'amoureux. Quand il constata une pareille confiance dans le succès chez l'intéressé, Sir Thomas se sentit bientôt porté à s'y fier lui-même. Rien ne fut omis de son côté comme civilité, compliment ou marque de bienveillance, rien qui pût aider à la réussite du plan. La constance de M. Crawford était honorée, Fanny était louée avec chaleur et l'union toujours considérée comme la plus désirable du monde. M. Crawford serait toujours bienvenu à Mansfield Park. Il s'en remettrait uniquement à son jugement et à ses sentiments concernant la fréquence de ses visites pour le présent ou l'avenir. L'opinion, de même que le souhait à ce sujet, était unanime dans toute la famille et parmi les amis de sa nièce. L'influence de tous ceux qui l'aimaient devait incliner de ce côté. Tous les encouragements furent prodigués et tous furent reçus avec une joie reconnaissante et les gentlemen se séparèrent comme les meilleurs amis. Satisfait de ce que la cause était maintenant dans la meilleure voie, Sir Thomas résolut de s'abstenir d'importuner plus longtemps sa nièce et de ne plus intervenir ouvertement. Il estimait que la bienveillance était le meilleur moyen d'influencer ses dispositions. Les instances ne dépasseraient pas un quart d'heure. L'indulgence de sa famille sur un point à l'égard duquel elle ne pouvait avoir aucun doute pouvait être leur moyen le plus sûr de favoriser le projet. En accord avec le principe, Sir Thomas, à la première occasion favorable, lui dit avec une douce gravité et l'intention de l'emporter. « Eh bien, Fanny, j'ai revu M. Crawford et j'ai appris où en sont exactement les choses entre vous. C'est un jeune homme des plus extraordinaires. Et quel que soit le résultat, vous devez sentir que vous avez fait naître un attachement peu ordinaire. Cependant, jeune comme vous êtes,
et peu familiarisé avec la nature passagère, variable et inconstante de l'amour, vous ne pouvez pas être frappé, comme je le suis, par tout ce qu'a d'extraordinaire une constance de cette sorte contre le découragement. Avec lui, c'est entièrement une question de sentiment. Il n'en réclame aucun mérite. Peut-être n'a-t-il de titre à aucun. Toutefois, ayant si bien choisi, sa persévérance a un cachet respectable. « En vérité, monsieur, dit Fanny, réellement triste, que monsieur Crawford continue. Je sais que c'est me faire un très grand compliment et je me sens honorée de la manière la plus imméritée. Mais je suis si parfaitement convaincue, et je lui dis ainsi, qu'il ne me serait jamais possible, ma chère, interrompit sir Thomas. Il n'en est pas besoin pour ceci. Vos sentiments me sont aussi bien connus que mes vœux et mes regrets doivent l'être pour vous. Il n'y a rien de plus à dire ou à faire. Dès cette heure, ce sujet ne doit plus jamais revenir entre nous. Vous ne devez pas être inquiète à ce sujet. Vous ne pourrez me supposer capable d'essayer de vous persuader de vous marier contre votre inclination. Votre bonheur et votre intérêt sont tout ce que j'ai en vue, et rien ne vous est demandé, si ce n'est de supporter patiemment les efforts de M. Crawford pour vous convaincre qu'ils peuvent ne pas être incompatibles avec les siens. Il agit à ses propres risques. Vous, en terrain ferme. Je l'ai autorisé à vous voir quand il le désire, comme vous pourriez l'avoir fait si rien de ceci ne s'était produit. Vous le verrez en même temps que nous, de la même manière que nous, et, autant que vous le pouvez, évitez le rappel de choses déplaisantes. Il quitte le Northamptonshire si tôt que ce petit sacrifice ne pourra souvent vous être demandé. L'avenir doit être très incertain. Et maintenant, ma chère Fanny, ce sujet est clos entre nous. La promesse du départ fut tout ce que Fanny put envisager avec beaucoup de satisfaction. Toutefois, elle ressentit vivement les expressions bienveillantes de son oncle et ses manières conciliantes, et en considérant ce qui lui était inconnu, elle ne crut pas avoir le droit de s'étonner de la ligne de conduite qu'il suivait, lui qui avait marié une fille à M. Rushworth. On ne devait pas attendre de lui une délicatesse romantique. Elle devait faire son devoir, et espérait que le temps rendrait ce devoir plus aisé qu'il ne l'était maintenant. Elle ne pouvait, tout en n'ayant que 18 ans, supporter que l'attachement de M. Crawford tiendrait éternellement, non qu'elle pût imaginer que la fermeté et la constance qu'elle mettait à le décourager obtint ce résultat avec le temps. C'était une autre affaire de savoir combien de temps elle pouvait, dans sa propre imagination, assigner à cette domination. Il ne conviendrait pas de nous enquérir de l'idée exacte qu'une jeune dame peut se faire de ses propres perfections. En dépit de ses intentions de garder le silence, sir Thomas se trouva lui-même plus d'une fois obligé d'aborder le sujet auprès de sa nièce pour l'informer brièvement de sa communication à ses tantes, mesure qu'il aurait voulu encore éviter, si possible, mais devenue nécessaire du fait des sentiments totalement opposés de M. Crawford concernant une certaine discrétion de procédure. Il n'avait aucune idée de tenir le secret. Tout était connu au presbytère, où il aimait parler de l'avenir avec ses deux sœurs. D'ailleurs, ce serait plutôt satisfaisant pour lui d'avoir des témoignages éclairés du progrès de sa réussite. Lorsque sir Thomas le comprit, il sentit la nécessité de mettre sans défaut sa femme et sa belle-sœur au courant de l'affaire, bien que, en ce qui concerne Fanny, il craignit l'effet de sa communication à madame Norris presque plus que Fanny elle-même. Il s'opposait à son zèle erroné, mais bien pensant. Sir Thomas, à la vérité, n'était, à ce moment, pas très loin de comparer madame Norris à l'un de ces bien-pensants qui commentent toujours des erreurs et des choses désagréables. Madame Norris, cependant, la soulagea. Il insista pour obtenir la plus stricte indulgence et le plus complet silence envers leur nièce. Non seulement elle promit, mais garda sa promesse. Elle remarqua uniquement sa mauvaise volonté croissante. Elle était irritée contre Fanny, plus pour avoir reçu une telle offre que pour l'avoir refusée. C'était une injure et un affront à Julia, qui aurait pu être l'élu de M. Crawford. Indépendamment de cela, elle détestait Fanny parce qu'elle l'avait négligée, et elle aurait voulu refuser une telle élévation à quelqu'un
qu'elle avait toujours essayé de mortifier. Sir Thomas lui accorda, en l'occurrence, plus de crédit pour la discrétion qu'elle n'en méritait. Et Fanny pouvait le bénir de lui permettre uniquement de voir son déplaisir et non de l'entendre. Lady Bertram prit la chose différemment. Elle avait été une beauté, toute sa vie, une grande beauté, et beauté et richesse étaient tout ce qui suscitait son respect. De savoir Fanny recherchée en mariage par un homme fortuné la relevait, pour cette raison, très fort dans son estime. Tout en la convainquant de ce que Fanny était très jolie, ce dont elle avait douté auparavant, et qu'elle pouvait être avantageusement mariée, cela lui constituait une sorte de crédit de citer sa nièce. « Eh bien, Fanny, dit-elle, aussitôt qu'elles se trouvèrent réunies dans la suite. Elle avait éprouvé réellement comme une impatience d'être seule avec elle. Et son attitude en parlant était extraordinairement animée. « Eh bien, Fanny, j'ai une très agréable surprise ce matin. Il me faut en parler, je l'ai dit à Sir Thomas. Il faut que j'en parle. Et alors, j'en aurai fini. Je vous fais plaisir, ma chère nièce. » Et la regardant complaisamment, elle ajouta « Nous sommes certainement une belle famille. » Fanny rougit et hésita d'abord sur ce qu'il fallait dire. Puis, espérant la prendre par son côté faible, elle répondit « Ma chère tante, vous ne pouvez pas désirer que j'aie agi autrement que je l'ai fait, j'en suis sûre. Vous ne pouvez souhaiter me voir mariée, car je vous manquerai, n'est-ce pas? Oui, je suis sûre que je vous manquerai trop pour cela. Non, ma chère, je ne penserai pas que vous me manqueriez. Lorsqu'une offre comme celle-ci se présente à vous, je pourrais très bien me passer de vous, si vous étiez mariée à un homme d'une aussi belle situation que M. Crawford. Et vous devez savoir, Fanny, que c'est le devoir de toute jeune femme d'accepter une offre aussi exceptionnelle que celle-ci. » Ceci fut la seule règle de conduite, le seul conseil que Fanny reçut jamais de sa tante dans l'espace de 8 ans et demi, et il la réduisit au silence. Elle sentit combien une dispute serait peu profitable. Si les sentiments de sa tante lui étaient défavorables, rien ne pourrait changer son opinion. Lady Bertram était essentiellement bavarde. « Je veux vous dire, Fanny, dit-elle, je suis sûre qu'il est tombé amoureux de vous au bal. Je suis sûre que le mal a été fait ce soir-là. Vous étiez remarquablement bien. Chacun le disait. Sir Thomas le disait. Et vous savez que vous aviez Chapman pour vous habiller. Je suis heureuse de vous avoir envoyé Chapman. Je dirai à Sir Thomas que je suis sûre que c'est arrivé ce soir-là. » Et poursuivant la même charmante pensée, elle ajouta bientôt « Et je vous dirai, Fanny, ce qui est plus que je n'ai fait pour Maria, la prochaine fois que le chien aura une portée, vous aurez un chien. » Chapitre 3 de la partie 3. Edmond avait de grandes nouvelles à entendre à son retour. De nombreuses surprises l'attendaient. La première qu'il rencontra n'était pas la moins intéressante. La vue de Henry Crawford et de sa sœur se promenant ensemble dans le village, comme il y flânait. Il les avait supposés bien loin. Son absence avait été prolongée de plus de 15 jours, dans le but bien précis d'éviter mademoiselle Crawford. Il rentrait à Mansfield avec l'esprit prêt à nourrir de mélancoliques souvenirs et de tendres associations d'idées, quand sa beauté même s'offrait à ses regards, et il se trouvait écouter le souhait de bienvenue incontestablement amical de la femme même que, 2 minutes auparavant, il imaginait à 70 milles de lui, et plus loin de lui en pensée qu'aucune distance ne pourrait l'exprimer. Sa réception était telle qu'il ne l'aurait jamais espérée, s'il s'était attendu à la voir. Arrivant ainsi rempli d'un dessein tel que celui qui l'avait éloigné, il n'aurait escompté rien moins qu'un regard de satisfaction et l'expression de simples et plaisantes pensées. C'était assez pour enflammer son cœur et l'amener à la maison dans l'état d'esprit le plus propre à apprécier à leur juste valeur les autres joyeuses surprises qui l'attendaient. Il fut rapidement au courant de la promotion de William et dans tous ses détails. Et avec la réserve de bien-être qu'il portait cachée au fond de lui-même, il trouva dans cette nouvelle une source d'agréables sensations et de constantes jouissances pendant tout le cours du dîner. Après dîner,
Lorsqu'il fut seul avec son père, il entendit l'histoire de Fanny, et ainsi tous les grands événements des 15 derniers jours et l'actuelle situation des affaires à Mansfield lui furent connus. Fanny soupçonnait ce qui se passait. Ils s'attardèrent si longtemps dans la salle à manger qu'elle était sûre qu'il devait parler d'elle, et lorsqu'enfin le thé les enchâssa et qu'elle revit Edmond, elle se sentit terriblement coupable. Il vint à elle, s'assit à ses côtés, lui prit la main et la serra amicalement, et, à ce moment, elle pensa qu'elle aurait trahi son émotion par quelque impardonnable excès sans la diversion que lui apporta le fait d'avoir à s'occuper du thé. Il n'avait toutefois pas l'intention, en agissant ainsi, de lui apporter cette approbation impropre et cet encouragement que ses espérances en déduisaient. Il voulait simplement lui exprimer qu'il prenait part à tout ce qui l'intéressait et lui dire qu'il avait entendu ce qui vivifiait tout sentiment d'affection. En fait, il était entièrement du parti de son père en cette question. Il n'était pas aussi surpris que son père de son refus d'accepter Crawford, car loin de supposer qu'elle pouvait lui marquer quelque préférence, il avait toujours plutôt cru le contraire et pouvait s'imaginer qu'elle était parfaitement prise à l'improviste, mais Sir Thomas ne pouvait estimer la relation plus désirable qu'il le faisait. Ceci se recommandait à lui, et tout en l'honorant pour ce qu'elle avait fait sous l'influence de l'indifférence qu'elle éprouvait en ce moment, en termes plus énergiques que ceux de Sir Thomas, il avait meilleur espoir et était plus assuré que cela pourrait finir par un mariage, et que, unis dans une mutuelle affection, il apparaîtrait qu'ils avaient tout pour se rendre heureux l'un l'autre, si elle voulait commencer maintenant à le considérer sérieusement. Crawford avait été trop prompt. Il ne lui avait pas donné le temps de s'attacher. Il avait commencé par le mauvais bout. Avec des moyens tels que les siens et des dispositions comme celles de Fanny, Edmond escomptait que tout se terminerait au mieux. Cependant, il constatait assez l'embarras de Fanny pour se garder scrupuleusement de l'exciter à nouveau par quelques mots, regards ou gestes. Crawford revint le lendemain, et en raison du retour d'Edmond, Sir Thomas s'estima amplement autorisé à l'inviter à dîner. C'était une attention réellement nécessaire. Naturellement, il resta, et Edmond eut ainsi tout le loisir d'observer ses progrès auprès de Fanny et de supputer quelle somme d'encouragement ses manières à elle constituaient pour lui. C'était si peu, vraiment si peu de choses, son embarras seul offrant quelque chance, quelque possibilité, si sa confusion ne laissait pas d'espoir, il n'y en avait nulle part ailleurs. Qu'il venait à admirer la persévérance de son ami. Fanny valait bien tout cela. Il la tenait pour digne de tous ses efforts de patience et d'esprit, mais il ne pensait pas qu'il aurait pu lui-même aspirer à la conquête d'aucune femme sans quelque chose de plus encourageant que ce qu'il pouvait discerner en elle. Il aurait voulu que Crawford vît plus clair et, au point de vue de son ami, c'était la conclusion la plus pratique qu'il pût tirer de tout ce qu'il avait vu se dérouler avant, pendant et après le dîner. Dans la soirée, il arriva quelques circonstances dont il pensa pouvoir mieux augurer. Tandis qu'il se promenait dans le salon avec M. Crawford, sa mère et Fanny étaient assises devant leur ouvrage, si attentives et si silencieuses qu'on eût pu croire qu'il n'existait pour elles d'autres soucis au monde. Edmond ne put s'empêcher de faire remarquer leur si profonde tranquillité. « Nous n'avons pas été tout le temps silencieuses, » répliqua sa mère. « Fanny lisait pour moi, et elle a seulement déposé son livre en vous entendant arriver. » Effectivement, il y avait encore sur la table un volume de Shakespeare qui paraissait avoir été récemment ouvert. « Elle me lit souvent des passages de ses livres, et elle était justement au milieu d'un beau discours de ce « Quel est son nom, Fanny ?» quand nous avons entendu vos pas. M. Crawford prit le volume. « Laissez-moi le plaisir de terminer ce discours à votre grâce, dit-il. Je le trouverai immédiatement. » Et en observant soigneusement le pli naturel des pages, il le trouva, à 1 ou 2 pages près, suffisamment pour satisfaire Lady Bertram, qui approuva sitôt qu'il prononça le nom du cardinal Wolsey, qu'il avait trouvé dans le discours en question. Fanny n'avait eu ni un regard, ni un geste pour l'aider, ni prononcé une syllabe. Toute son attention semblait accaparée par son travail. Elle paraissait déterminée
à ne s'intéresser à rien d'autre. Mais son goût était trop fort. Elle ne put abstraire son esprit plus de 5 minutes. Elle fut forcée d'écouter. Il lisait splendidement, et elle éprouvait un plaisir extrême à l'entendre bien lire. Elle avait un long usage de la bonne lecture. Son oncle lisait bien, ainsi que ses cousins. Edmond lisait très bien, mais dans la lecture de M. Crawford, il y avait un degré d'excellence qu'elle n'avait jamais entendu surpasser. Le roi, la reine, Wolsey, Buckingham, Cromwell, tous avaient leur cachet particulier. Avec la plus heureuse habileté, avec le plus heureux pouvoir de sauter et de deviner, ils pouvaient toujours, à volonté, éclairer la meilleure scène ou les meilleurs discours de chacun, et qu'il dût exprimer la dignité, l'orgueil, la tendresse, ou les remords, ou quoi que ce fût, il le faisait avec une égale perfection. Il était vraiment dramatique. Son interprétation avait d'abord appris à Fanny quel plaisir pouvait procurer un jeu. Sa lecture lui faisait revivre le passé peut-être avec plus de plaisir du fait que c'était improvisé, et sans le désavantage qu'elle s'était accoutumée de souffrir en le voyant en scène avec mademoiselle Bertram. Edmond enregistrait les progrès de son attention et était amusé et heureux de la voir se détendre graduellement et se détacher de son ouvrage qui, au début, paraissait absorber toute son attention. Il observait comment son ouvrage lui tombait des mains alors qu'elle restait immobile, et, enfin, comment ses yeux, qui pendant toute la journée avaient paru si préoccupés de l'éviter, se fixaient sur Crawford pendant des minutes, intensément, jusqu'à ce que leur attraction le fît se retourner, que le livre fût fermé et le charme rompu. Alors, elle se replia à nouveau sur elle-même, rougit et se remit au travail avec plus d'ardeur que jamais. Mais c'était suffisant pour qu'Edmond encourageât son ami, et comme il le remerciait cordialement, il espérait exprimer aussi les sentiments secrets de Fanny à son égard. « Vous semblez aimer particulièrement cette pièce, dit-il. Vous la lisez comme si vous la connaissiez fort bien. »« Elle sera ma pièce préférée à partir de 7 heures, reprit Crawford. Mais je ne pense pas avoir tenu un volume de Shakespeare en main depuis mes 15 ans. J'ai vu jouer Henri VIII une fois, ou j'ai entendu quelqu'un en parler qui l'avait vu. Je ne sais plus exactement qui. Mais Shakespeare est accessible sans le connaître. Il est partie intégrante de la constitution d'un Anglais. Ses pensées et ses beautés sont distribuées de telle sorte qu'on les atteint n'importe où. On est intime avec lui, d'instinct. Aucun homme ayant quelque jugement ne peut l'ouvrir à un bon endroit de l'une de ses pièces sans tomber immédiatement dans le flux de sa pensée. Sans aucun doute, on est familier avec Shakespeare à un certain degré, dit Edmond, depuis nos premières années. Ses passages célèbres sont cités par tout le monde. Ils se trouvent dans la moitié des ouvrages que nous ouvrons, et nous parlons tous sa langue, usons de ses images, et décrivons à l'aide de ses descriptions. Mais ceci est totalement différent de rendre son sens comme vous l'avez fait. Le connaître par fragments et morceaux est assez commun. Le connaître parfaitement de bout en bout n'est peut-être pas rare, mais le lire convenablement à haute voix est le fait d'un talent peu ordinaire. « Monsieur, vous m'honorez » fut la réponse de Crawford avec une intonation de gravité contrefaite. Les deux gentlemen eurent un coup d'œil vers Fanny pour voir s'il y avait un mot d'appréciation à en tirer. Cependant, tous deux sentirent aussitôt qu'il n'en était pas question. Son attention avait été l'expression de son appréciation, cela devait leur suffire. Lady Bertram débordait d'admiration. « C'était réellement comme au spectacle, dit-elle. J'aurais souhaité que Sir Thomas fût ici. » Crawford était extrêmement flatté. Si Lady Bertram, avec toute son incompétence et sa nonchalance, pouvait éprouver cela, l'intensité de ce que sa nièce, aussi vivante et ardente qu'elle était, devait ressentir, atteignait sans doute un degré élevé. « Vous avez un grand talent d'acteur, je suis sûre, monsieur Crawford, lui dit sa grâce, peu après. Et je veux vous dire cela. Je pense que vous aurez, un pour l'autre, un théâtre dans votre maison de Norfolk, quand vous serez installé. Je le pense vraiment,
Je suis sûre que vous installerez un théâtre dans votre maison de Norfolk. Croyez-vous, madame, s'écria-t-il vivement. Non, non, cela ne sera jamais. Votre grâce se trompe totalement. Pas de théâtre à Everingham. Oh non. Et il regarda Fanny avec un sourire expressif qui voulait dire « Cette dame ne permettra jamais qu'il y ait un théâtre à Everingham. » Edmond vit tout cela et vit Fanny bien déterminée à ne pas le remarquer, non moins qu'à manifester que le son de la voix suffisait à faire entendre clairement le sens de la protestation. Et cette perception si rapide d'un compliment, cette compréhension si prompte d'une insinuation, lui semblait plus favorable que toute autre chose. On continua à discuter sur le sujet de la lecture à haute voix. Seuls les deux jeunes gens parlaient, mais, se tenant devant le feu, ils épiloguaient sur la négligence trop commune du souci de la qualité, le peu d'importance qu'on y attachait dans le système d'éducation ordinaire des garçons, le degré naturel, toutefois, pas naturel du tout en certains cas, d'ignorance et de grossièreté de gens sensibles et bien informés, subitement appelés à lire à haute voix, qu'ils avaient pu observer, citant des cas de bévues ou de défauts, avec leurs causes secondaires, manque de ménagement de la voix, rien que de nuances et d'emphase, de prescience et de jugement, toute erreur procédant de la cause première, le manque d'attention et d'habitude. Fanny écoutait à nouveau avec grande attention. Ainsi, dans ma profession, dit Edmond avec un sourire, combien peu l'art de dire a été étudié, combien peu on s'est soucié d'un style clair, d'une bonne expression. Je parle plutôt du passé que du présent. Nous sommes actuellement en progrès. Mais parmi ceux qui furent ordonnés depuis 20 ou 30 ans, le plus grand nombre, à en juger par leurs exploits, doivent avoir pensé que lire, c'était lire et prêcher, prêcher. Maintenant, c'est différent. La chose est mieux considérée à sa juste valeur. On s'est rendu compte que la distinction et l'énergie sont d'un certain poids dans l'énoncé des plus solides réalités. À côté de cela, l'observation et le goût se sont généralisés. Une connaissance plus critique s'est diffusée, plus que jadis. Dans chaque congrégation, il y a une large proportion de gens qui ont quelque connaissance de la matière et sont capables de juger et de critiquer. Edmond avait, une fois déjà passé par le service depuis son ordination. À ce sujet, Crawford lui posa toute une série de questions quant à ses sentiments et à ses succès. Edmond eut un réel plaisir à satisfaire à ces questions posées, avec la vivacité d'un amical intérêt et un goût sûr et sans la moindre marque de cet esprit de raillerie et de cet air de légèreté qu'il savait si déplaisant à Fanny. Aussi, lorsque Crawford lui demanda son opinion et exprima la sienne propre sur la meilleure manière de réciter certains passages de l'office, montrant par là qu'il avait déjà auparavant réfléchi judicieusement à ce sujet, Edmond se sentit de plus en plus satisfait. Là était le chemin du cœur de Fanny. On ne la gagnerait pas par toute cette galanterie. Une bonne nature y arriverait mieux. Ou, du moins, elle ne se laisserait pas gagner si rapidement sans l'aide du sentiment, de la sensibilité et du sérieux sur les questions sérieuses. « Votre liturgie, observa Crawford, a des beautés que jamais une lecture malpropre et négligente ne pourra détruire. Mais elle a aussi des redondances et des répétitions qui demandent une bonne lecture pour ne pas être sentie. Pour moi, du moins, je dois confesser que je ne suis pas toujours aussi attentif que je le devrais. » Ici un regard vers Fanny. « Que 19 fois sur 20, je me dis comment une prière devrait être lue, en brûlant d'envie de la lire moi-même. »« Vous disiez, dit-il en s'empressant vers Fanny, et s'adressant à elle d'une voix douce, et sur la réponse « non », il ajouta « Êtes-vous sûr de n'avoir pas parlé ? J'ai vu bouger vos lèvres. Je m'imaginais que vous alliez me dire que je devais être plus attentif et ne pas permettre à mes pensées de s'évader. N'alliez-vous pas dire cela ? Non, certes, vous connaissez trop bien votre devoir pour que je... » Supposant même, elle s'arrêta, se sentant embarrassée, et ne put réussir à ajouter un mot, même après plusieurs minutes d'attente suppliante de sa part. Alors, il reprit son ancienne place et poursuivit comme s'il n'y avait pas eu cette tendre interruption.
Un sermon bien débité est plus rare que des prières bien lues. Un sermon bien fait n'est pas une rareté. Il est plus difficile de bien parler que de bien écrire. Cela tient à ce que les règles et les artifices de la composition sont plus souvent un sujet d'étude. Un sermon bien écrit et bien dit de bout en bout est une chose magnifique. Je ne puis entendre semblable chose sans la plus grande admiration et le plus grand respect, et une bien grande envie de prendre les ordres moi-même. Il y a dans l'éloquence de la chair, la vraie éloquence, s'entend, quelque chose qui est digne de la plus haute appréciation et du plus grand honneur. Le prédicateur qui sait toucher et atteindre une masse aussi hétérogène d'auditeurs sur des sujets limités et usés d'avoir passé dans toutes les mains, qui peut dire des choses nouvelles ou frappantes, des choses qui éveillent l'attention, sans offenser le goût ou choquer les sentiments de ses auditeurs, est un homme qu'on ne peut, dans sa qualité publique, assez honorer. J'aimerais être un tel homme. Edmond rit. Je le voudrais, vraiment. Je n'ai jamais dans ma vie écouté un prédicateur distingué sans une sorte d'envie. Mais alors, il me faudrait un auditoire londonien. Je ne pourrais prêcher que pour des gens éduqués, capables d'apprécier ma composition. Et je ne sais si je trouverais matière à prêcher souvent. De temps en temps, une ou deux fois peut-être au printemps, après avoir été attendu anxieusement pendant une demi-douzaine de dimanches, mais pas constamment. Je ne pourrais le faire constamment. Ici, Fanny, qui ne pouvait qu'écouter, hocha involontairement la tête, et M. Crawford fut immédiatement à ses côtés, cherchant à connaître sa pensée. Et lorsqu'Edmond comprit, en le voyant attirer une chaise et s'asseoir à côté d'elle, qu'il s'agissait d'une attaque en règle, que les regards et les intonations visaient à essayer quelque chose, il se glissa aussi tranquillement que possible dans un coin, se tourna et prit un journal, souhaitant bien sincèrement que la chère petite Fanny pût être persuadée d'expliquer ce hochement de tête à la plus grande satisfaction de son ardent soupirant, tout en s'efforçant sérieusement de ne rien entendre de l'affaire, en se répandant lui-même en murmures discrets sur les diverses nouvelles concernant un état des plus désirables en Galles du Sud, aux parents et tuteurs, et un capital seasons hunter. Fanny, cependant, furieuse intérieurement de ne pas avoir été aussi immobile que silencieuse, et triste au fond de l'âme de voir les arrangements d'Edmond, essayait par tous les moyens dont disposait sa modeste et gentille nature de repousser M. Crawford et d'éviter à la fois ses regards et ses questions, tandis que lui, inexpugnable, persistait dans les uns et les autres. « Que signifiait ce hochement de tête ?» disait-il. « Que voulait-il exprimer ? De la désapprobation, je le crains. Ou quoi ? Qu'ai-je pu dire qui vous déplaît ? Avez-vous trouvé que je ne parlais pas comme il fallait ? Légèrement ? Irrévérencieusement ? Dites-moi seulement s'il en était ainsi. Dites-moi seulement si j'avais tort. Je désire être corrigé. Non, non, je vous en supplie, abandonnez un instant votre travail. Que signifiait ce mouvement de tête ? Elle, en vain. Je vous en prie, monsieur, je vous en prie, monsieur Crawford, répéta-t-elle par 2 fois, et elle essayait en vain de se retirer. De la même voix basse et ardente, sans s'écarter d'elle, il poursuivait, répétant sans cesse la même question. L'énervement et le déplaisir de Fanny ne faisaient que croître. « Comment pouvez-vous, monsieur ? dit-elle. Vous me surprenez tout à fait. Je m'étonne que vous puissiez... »« Je vous surprends ? demanda-t-il. « Vous êtes surprise ? Y a-t-il quoi que ce soit dans ma présente requête que vous ne compreniez pas ? Je veux vous expliquer immédiatement ce qui me fait vous presser de cette manière, ce qui me fait m'intéresser à ce que vous regardez et faites, et excite en ce moment ma curiosité. Je ne veux pas vous laisser vous étonner davantage. » Malgré elle, elle ne put réprimer un demi-sourire, mais ne répondit pas. « Vous avez hoché la tête à mon aveu de ne pas m'engager dans les devoirs d'un pasteur, toujours et continuellement. Oui, c'était bien le mot, continuellement. Je ne m'effraie pas du mot. Je veux l'épeler, le lire, l'écrire devant tout le monde. Je ne vois rien d'alarmant dans ce mot. Pensez-vous que je devrais ? » « Peut-être, monsieur, dit Fanny, finalement obligée de parler. Peut-être, monsieur. Je pense qu'il est malheureux
que vous ne vous connaissiez jamais vous-même aussi bien que vous semblez le faire maintenant. M. Crawford, heureux de l'avoir amené à lui parler à quelque prix que ce soit, était décidé à relever le propos, et la pauvre Fanny, qui avait espéré le réduire au silence après un reproche si cuisant, vit qu'elle s'était trompée. Ce n'était que changement de sujet de curiosité et le passage d'une idée à une autre. Il avait toujours quelque chose à se faire expliquer. L'occasion était trop belle. Rien de tel n'était arrivé depuis qu'il l'avait vue dans la chambre de son oncle. Rien de tel n'arriverait plus avant qu'il quittât Mansfield. Lady Bertram, à l'autre côté de la table, ne comptait guère, étant toujours dans un état de demi-somnolence, et les communiqués d'Edmond s'avéraient, en ce moment, de la plus grande utilité. « Bien, » dit M. Crawford, après un chassé-croisé de questions pressantes et de réponses réticentes. « Je suis plus heureux maintenant que tout à l'heure, car je comprends plus clairement l'opinion que vous avez de moi. Vous vous imaginez que je suis inconstant, facilement influencé par le caprice du moment, facilement séduit, facilement écarté. Avec une pareille opinion, il n'est pas étonnant que... Mais nous verrons. Je me suis trompé. Ce n'est pas avec des protestations que je tâcherai de vous convaincre que vous me jugez mal. Ce n'est pas en protestant de la constance de mes sentiments. Ma conduite parlera pour moi. L'absence, la distance, le temps parleront pour moi. Ils prouveront que, autant que vous puissiez être mérité par quelqu'un, moi, je vous mériterai. Vous m'êtes infiniment supérieur en valeur, je le sais. Vous avez des qualités que je n'ai jamais supposé exister chez un être humain à un tel degré. Vous avez quelque chose de l'ange en vous, au-delà de ce que, non simplement, au-delà de ce qu'on peut voir, car personne ne peut voir de pareilles choses, mais au-delà de ce qu'on peut imaginer. Je ne suis pas encore effrayé. Ce n'est pas par l'égalité des mérites que vous pourriez être conquise. Cela est hors de question. Qui vous aime le plus dévotement a le plus de droit à être excusé. C'est là-dessus que je bâtis ma confiance. C'est par ce droit que je veux vous mériter. Et une fois convaincu que mon attachement est tel que je le déclare, je vous connais trop bien pour ne pas entretenir les plus chauds espoirs. Oui, très chère, très douce Fanny. Non, voyant qu'elle se détournait, ennuyée. Pardonnez-moi. Peut-être n'ai-je pas encore ce droit, mais de quel autre nom puis-je vous appeler? Non, c'est Fanny que je pense tout le jour et que je rêve toute la nuit. Vous avez donné au mot une telle réalité de douceur que rien d'autre ne peut mieux vous décrire. Fanny aurait pu, à peine rester assise plus longtemps, ou du moins réfréner davantage une tentation de fuite, en dépit de l'opposition trop ouverte qu'elle prévoyait, si elle n'avait entendu croître le bruit qu'elle avait attendu si longtemps et trouvé si étrangement en retard. La solennelle procession, précédée par Badley, du plateau à thé, du samovar et du porte-cake, fit son apparition et la libéra de son affligeant emprisonnement de corps et d'esprit. M. Crawford fut obligé de se déplacer. Elle était libre, occupée, protégée. Edmond ne fut pas fâché d'être admis à nouveau dans le cercle des causeurs. Quoique la conférence lui eût paru bien longue, et que, jetant un regard à Fanny, il vit une légère rougeur de dépit, il inclinait à croire que tant de choses ne pouvaient avoir été dites et entendues sans quelque profit pour l'orateur.